18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Recensement général de la population et de l'habitat sur le terrain. Les travaux préparatoires de cette méga opération démographique avancent à grands pas. Focus sur la cartographie des établissements économiques, un découpage territorial des unités de production et de services nécessaires au bon déroulement de cette opération d'envergure. En tête de son groupe, le 11 national s'apprête à franchir le cap du deuxième tour de la CAN 2023. Les préparatifs s'accélèrent à 4 jours du premier match de 8e de finale face aux Sud-Africains. Hier, les Lions de l'Atlas ont retrouvé le chemin des entraînements. Ambiance dans ce journal. Notre escale culturelle du vendredi, nous la dédions à un écrivain prolifique, Omar Brada. L'homme a à son actif 4 romans et 7 publications collectives. Auteur et poète, il nous fait découvrir son nouvel opus, Richard Cœur de Loup. L'histoire d'une quête de pouvoir fascinante. Omar Brada est l'invité culturel de ce vendredi. Recensement général de la population et de l'habitat à 8 mois de son lancement. Les préparatifs pour cette 7e opération du genre s'accélèrent. Déployés partout à travers le royaume, les agents du Haut Commissariat au plan planchent actuellement sur les travaux cartographiques. Une étape indispensable qui permet de géoréférencer, en plus des logements, les établissements économiques et administratifs. Samira Sban, Yassine Morafer, le récit est signé Iman Ablou. Casablanca-Stade, une région qui concentre l'essentiel de l'activité économique nationale. Une région dans laquelle s'activent plus de 350 agents dans le cadre de la réalisation des travaux cartographiques pour le recensement général de la population et de l'habitat 2024 et des établissements économiques. Dans cette unité de production de la métropole casablancaise, une équipe d'agents active à recueillir des données vitales, un ratissage exhaustif pour la collecte d'informations relatives aux activités économiques. J'ai répondu à un certain nombre de questions. La nature des activités de l'entreprise, le nombre des employés et bien d'autres encore. Cette opération est très importante car elle permettra de faire un diagnostic de la situation économique dans le pays. Nous procédons à une cartographie générale. Comme vous avez pu le constater, nous disposons de formulaires fournis en questions qui touchent notamment à l'activité de l'entreprise, à son adresse, son identifiant, sa patente et des renseignements liés à la CNSS. La description de l'activité. Des travaux cartographiques qui ont pour objectif de géoréférencer l'ensemble des établissements exerçant une activité économique sur le territoire national. À l'instar des autres régions du royaume, la région Casablanca-Stade a déployé plus de 350 agents encadrés par 17 responsables de la délégation régionale du Haut Commissariat au plan. L'objectif est de mettre à jour les données qui serviront de base aux travaux de cartographie qui, à leur tour, permettront de répondre à un certain nombre de problématiques économiques à l'échelle nationale. Cette opération se poursuivra jusqu'en mars prochain, une collecte de données réalisée via des applications mobiles dernière génération. L'intelligence artificielle, un précieux renfort au service de la prévention et du diagnostic médical. La thématique est au cœur d'une journée scientifique organisée par l'Académie Hassan II des sciences et techniques en partenariat avec l'association Morocco IA. Le conclave réunit un parterre de scientifiques et de pathologistes autour des avancées de la recherche scientifique et les considérations éthiques de l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la santé. Je vous propose d'écouter à ce sujet des représentants de la communauté scientifique nationale. Ils sont au micro de Nawal El-Gourari. Les premières applications de l'intelligence artificielle à la médecine remontent à plus de 50 ans, 1970. Alors, mais il a fallu une cinquantaine d'années pour que ceci arrive à maturité et puisse avoir un effet important sur les problèmes de santé publique. Ce que nous souhaitons, c'est que la recherche marocaine soit non seulement à la pointe, mais que ces technologies soient des technologies qui permettent de réduire les différences d'accès aux soins et de généraliser davantage l'accès aux soins pour l'ensemble de la population marocaine et d'améliorer cette
accès aux soins. Pour traiter ce sujet, la première partie concerne les avancements technologiques de l'IA pour la santé, que ce soit pour le diagnostic automatique, pour la découverte des médicaments, aussi pour augmenter la productivité, tout en tenant en considération et en compte les aspects et considérations éthiques qui sont reliés avec le respect des valeurs, la protection des patients et aussi l'amélioration des performances. Sport, football, les Lions de l'Atlas s'apprêtent à disputer dans quelques jours la 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour son premier duel du deuxième tour, l'équipe nationale croisera le fer avec les Bafana sud-africains après avoir battu 1-0 son homologue zambienne pour le compte de la dernière journée du groupe F. Au lendemain de leur victoire, les Lions de l'Atlas ont repris hier leurs entraînements sur la pelouse du terrain Auguste Denise à San Pedro. Sur place, notre envoyé spécial Khalid Sherman avec Nisrina Oustar. Pour leur première séance d'entraînement au 8e de finale, les hommes de Walid Regragui se sont consacrés à ces exercices physiques et techniques avec ardeur et concentration maximale. Les joueurs non titulaires, lors du dernier match, se sont concentrés sur des exercices classiques. Ceux qui ont pris part au dernier match contre la Zambie ont suivi pour leur part des séances de récupération et des soins médicaux. Tous les joueurs se sont entraînés avec ardeur, dans une ambiance positive avec le staff technique. Pour la rencontre avec l'Afrique du Sud, il faut maximiser toutes les chances de s'imposer. Et pour cela, il faut que toute l'équipe soit prête. Les hommes de Walid Regragui sont confiants et satisfaits du nouveau très challengeant de la compétition. Je trouve qu'on a un groupe de qualité. Donc de vue, je pense que c'est un des meilleurs de la CAN. Et après des autres équipes, il y a des surprises. Je ne m'attendais pas trop à ça. Et franchement, ça fait plaisir. C'est une bonne CAN. Tout le monde a le niveau. Non, ça se passe très très bien. Tout le monde s'entend bien, on rigole ensemble. Quand il faut être sérieux, tout le monde est sérieux. Donc franchement, c'est un plaisir. Non, comme le coach il dit depuis le début, on est en mission. Donc je pense que depuis le début de la compétition, quoi qu'il se passe, on va être concentré. Donc après, on l'a fait et la preuve, on voit qu'on est en mission, quoi. Ça nous fait tous plaisir, donc il faut continuer et on est tous avec vous et Inch'Allah on va le faire ensemble. La qualification des Lions de l'Atlas au 8e de finale de cette CAN, en tant que leader de leur groupe, leur a permis d'achever la phase de groupe de la meilleure des manières. Les choses sérieuses commencent maintenant. En 8e de finale, le Maroc va affronter l'Afrique du Sud, deuxième du groupe E. Un adversaire redoutable et un duel qui promet beaucoup de spectacles. À l'international, cette décision très attendue de la plus haute juridiction de l'ONU, la Cour internationale de justice à La Haye a demandé à Israël de faire tout son possible pour empêcher tout éventuel acte de génocide dans la bande de Gaza et y permettre l'accès de l'aide humanitaire. Un verdict historique salué par l'Afrique du Sud qui avait saisi le tribunal. La Cour s'est prononcée sur des ordonnances d'urgence avant d'examiner l'affaire sur fond. Un processus qui peut prendre des années, mais n'a pas évoqué de cessez-le-feu. 40 degrés, c'est la température affichée actuellement en Colombie. 9 municipalités du nord, du centre et de l'est du pays enregistrent en ce mois de janvier des records de chaleur, de sécheresse et d'incendies. Le pays lutte contre 31 incendies qui font rage dans plusieurs régions et dans la capitale Bogota où les flammes s'approchent d'une zone résidentielle. La Colombie a lancé hier un appel à l'aide internationale. 87 du pays est déclaré en état de catastrophe naturelle. C'est l'heure de votre escale culturelle du vendredi. Ce soir, je vous propose une plongée dans l'univers romanesque de Omar Brada. Il est commissaire d'exposition, rédacteur, poète, écrivain et éditeur. Depuis son plus jeune âge, l'homme se passionne pour l'écriture. L'auteur vient de signer son dernier opus, Richard, Cœur de loup, aux éditions Orion. Un récit historique et une invitation au voyage. C'est un reportage d'Abrahim Benchiri Asma Tazi. Le récit est de Maria Awad. Écrivain, mais aussi poète, amateur de vieux films, féru d'histoire, de sculpture et mélomane,
Omar Berrada réécrit l'histoire du monde en réinventant une temporalité hybride à travers une société imaginaire aussi fascinante qu'effrayante. À mi-chemin entre le conte fantastique et le roman d'anticipation, Richard Cœur de Loup nous raconte l'errance du temps dans une époque inconnue où les périodes historiques se succèdent et se confondent au cœur d'une trame narrative décousue. L'idée est de commencer par une histoire, un récit historique, pour le transformer par la suite au cours de la narration en une notion spirituelle. Passer de Richard Cœur de Lion, qui est un roi, comme tout le monde le sait, anglais, qui est parti à Jérusalem pour les croisades et s'est confronté avec un grand conquérant qui s'appelle Salah ad-Din Ayyubi. Et là, il s'est cassé les dents. À travers la plume de l'écrivain, nous voilà téléportés au cœur des croisades et des expéditions militaires, puis dans le Fès des années 30, avant d'amérir 80 ans plus tard dans un monde en totale perdition. Dans ce fil d'Ariane, aux allures d'énigmes quelque peu manichéennes, 3 personnages, un roi, un chef de guerre et un marchand, cheminent à travers les époques afin de questionner l'essence même de l'existence et de ses enjeux. Épique, mais aussi dystopique, le dernier roman de Omar Berrada dépoussière le genre pour mieux en extraire le questionnement philosophique et sociétal du « où suis-je » dans un monde qui lui-même ne semble plus savoir qui il est. Dans la verve de l'iconique Fahrenheit 451 ou de 1984 de George Orwell, Richard Cœur de Loup apparaît comme un manifeste de la liberté contre les dérives d'un monde qui hurle. Omar Berrada est l'invité de l'escale culturelle de ce vendredi. Omar Berrada, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, le lecteur de votre roman pourrait être amené à s'interroger sur le lieu ou l'époque où se déroulent les faits de votre histoire, l'époque des croisades entre le XIe et le XIIIe siècle, puis voire même les années 1930 à Fès, où le mouvement nationaliste faisait face à la force coloniale. Puis en filigrane, on pourrait même se croire vivre la guerre d'Irak en 2003. La chronologie n'est pas respectée. Pour quelles raisons avez-vous procédé ainsi? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous. Dans ce JT et dans ce plateau fort intéressant, très agréable. Alors pour le temps est effectivement dans ce roman désarticulé, ainsi que les lieux. Je n'ai jamais cité Fès. J'ai parlé d'une cité, d'une ville médiévale. Bon, je suis natif de Fès, donc les gens ont le droit et l'intelligence de choisir ce qu'ils veulent. Oui. De toute façon, ça a toujours été ainsi dans mes romans. Et je n'ai jamais appelé mon pays par son propre nom, ainsi que les dirigeants ou d'autres personnes. Donc ça, c'est pour le côté temporel. Le temps est désarticulé, c'est fait exprès. Il y a un décalage c'est pas de 80 ans, mais de 800 ans entre la période de Richard Cœur de Lion, le roi anglais parti en croisade pour prendre Jérusalem. Il se trouve nez à nez avec Salah ad-Din Ayyubi le Kurde. Et plus tard, donc 800 ans plus tard, on se retrouve dans une ville effectivement assiégée par une horde de mercenaires, ce que j'appelle des loups pour l'homme, et à leur tête un personnage qui ressemblerait à Richard Cœur de Lion. Et l'histoire retourne vers ce récit pittoresque. Justement, le personnage Richard Cœur de Lion et Richard Cœur de Loup sont une seule et même personne. Serait peut-être une même personne. C'est à l'auteur, c'est au lecteur d'interpréter les choses. Mais il y a une clé, parce que dans tous mes romans, il y a toujours une clé que la personne doit découvrir. Il y a des énigmes, et la clé de savoir qui est Richard Cœur de Loup, parce que Richard Cœur de Lion, on le connaît, et serait-il immortel, parce qu'il y a aussi une notion d'immortalité
peut-être inoculé par quelqu'un de l'entourage de Salah ad-Din Ayyoubi. En tout cas, il faudrait le lire et comprendre qui est ce Richard Cœur de Lion. En tout cas, les deux portent en eux cette soif insatiable de pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a de si fascinant chez ce roi légendaire qui porte votre histoire? Alors, ce roi légendaire est un... j'ai bien cherché. C'est un personnage très commun. C'est un roi d'Angleterre qui n'a jamais parlé en anglais. Il a toujours vécu en France. Et il s'est retrouvé sur un trône qu'il n'a pas cherché. Ils l'ont appelé, donc il y a une place de son frère est mort. Et dès qu'il a été sur le trône, le pape l'envoie guerroyer sous les bannières des croisades. Donc il n'a rien d'exceptionnel. C'est l'histoire des conquérants qui font des gens comme lui. Voilà. Est-ce qu'on pourrait voir justement votre roman adapté au cinéma? Ah, j'aurais bien voulu. De toutes les façons, il y a des scènes de cinéma dedans. La trame de fond et la cinématographique, j'aurais bien aimé le faire. Donc je lance un appel pour producteurs ou cinématographiques. Absolument. Alors on serait tenté de dire que finalement votre roman est un regard romanesque sur le monde où nous vivons, un monde où l'humanité s'entretue sans pitié. Est-ce vraiment le cas? C'est le cas, mais oui, c'est vrai, c'est le cas, mais qui n'écrit pas pour son monde? J'en fais partie, et surtout sur des personnages. Ce qui m'intéresse, ce sont les personnages effacés et incultes, et qui se retrouvent propulsés à la tête de certains pays, et les conséquences sont désastreuses. Voilà, donc c'est à peu près ça le fond du problème, du récit en fait. De la narration. De la narration. En tant qu'écrivain, quelle est votre vision du futur de l'humanité au moment où le monde est marqué par une quête à la domination qui est plus que jamais de grande actualité? C'est exact. Votre question est exactement la définition ou le résumé de Richard Cœur de Lion. C'est un avenir d'apocalypse, carrément. Le Léviathan est là, il est là, il est présent. Voilà, donc vous avez répondu carrément à votre propre question. Monsieur Amar Brada, vous êtes écrivain, poète, rédacteur, mais vous êtes aussi sculpteur. Qu'est-ce qui vous intéresse dans tous ces univers, surtout la sculpture? Je suis quelqu'un qui s'ennuie très très vite, donc j'ai besoin de penser et de travailler, pratiquement, pas tout le temps, mais de travailler. J'aime changer d'univers tous les jours. Que vous apporte la sculpture? La quiétude et la tranquillité. J'aime sculpter de mes mains. Mon père était artisan, mon grand-père paternel était artisan, et mes arrière-grands-pères étaient artisans, et j'aime ce côté manuel, manos. J'aime travailler les objets, et il n'y a pas mieux que la sculpture pour asseoir ce genre de choses. Je vous remercie, monsieur Amar Brada. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous. Merci. Direction Tanger à présent, la cité du Détroit accueille sur ses côtes un emblématique navire péruvien. Union, ce navire école à voile de la marine de guerre du Pérou, a accosté aujourd'hui au port de Tangéville. Le voyage de circumnavigation de ce voilier a eu lieu à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance du Pérou, et cette escale dans le port de Tanger coïncide avec le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République du Pérou. Anissa Boumehdi et Nesrina Bouzdar. La circumnavigation de cet emblématique voilier péruvien revêt une importance particulière. Elle a lieu pendant l'année du bicentenaire de l'indépendance du Pérou. Cette escale dans le port de Tangémed coïncide également avec le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République du Pérou. La cercanía de Tangermed significaba que la tripulación... Le fait d'accoster ici permettra aux membres de l'équipage de découvrir le port Tangémed, qui est considéré comme l'un des ports les plus importants de l'Afrique et de toute la région méditerranéenne. Uno de los puertos más importantes de África, del Mediterráneo y a nivel mundial. L'arrivée du navire péruvien à Tanger traduit également le souhait de Lima de renforcer les relations bilatérales avec le Maroc.
Cela offre également la possibilité au public marocain de mieux connaître l'histoire, la culture, la gastronomie et la diversité du Pérou. Estar aquí y traer a los cadetes y ellos son los que están siendo... Nous sommes ici pour acquérir de nouvelles connaissances dans le monde de la navigation et pour consolider l'expérience que nous avons jusqu'ici à notre actif. Su profesionalismo y a enseñarles académicamente lo que tienen que aprender a bordo. Le navire arbore également en son sein la Maison du Pérou. Un musée qui représente la culture et l'histoire de ce pays que les Marocains pourront visiter. C'est également le deuxième navire de la marine péruvienne à effectuer un tour du monde, le premier étant la frégate Amazonas qu'il avait fait en 1856. C'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité en langue arabe à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.